Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette troisième conférence du cycle des matinales de la transition écologique. Pour rappel, les matinales sont un cycle de conférences organisé par un groupe d'étudiants de l'école. Et notre objectif est de communiquer sur les enjeux de la transition écologique, de mettre en lumière les dimensions systématiques, mais surtout de donner des outils pour agir. Le 9 janvier dernier, nous avions accueilli Adélaïde Bon, Sandrine Rondeau et Sandrine Rousseau, co-autrices de l'essai intitulé Par-delà l'Anthropocène. La semaine prochaine, nous accueillerons Ludovic Bossard pour discuter de l'action sur l'eau et l'agriculture dans le cadre de collectivités locales. Et aujourd'hui, nous accueillons Anne Beauval et Benoît Lamont, respectivement directrice et directeur adjoint de la Direction régionale de l'aménagement et du logement, la DREAL. Nous parlerons aujourd'hui des enjeux d'adaptabilité face au changement climatique à l'échelle du territoire et le rôle de la DREAL face à ces enjeux. Avant de leur laisser la parole, je souhaite remercier mes camarades avec qui nous préparons les matinales, Antoine Kaosdek, Alexandre Pellet et Thomas Bertrand. Nous remercions aussi Jean-Marc Benguigui, Vanessa Le Garec, Emmanuel Rosière et Romain Ploudré pour leurs conseils et leurs aides logistiques. Enfin, nous remercions l'équipe de la direction, en particulier monsieur le directeur Jean-Baptiste Avrier, pour leur soutien permanent au projet des matinales. Je vous laisse un mot. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Juste quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue à l'école centrale. Donc Jean-Baptiste Avrier, directeur de l'école centrale de Nantes. Et dire que voilà, nous sommes en train dans ce cycle 2023-2024 de conférences avec des intervenants de très haut niveau et très intéressants, qui est un cycle qui nous tient beaucoup à cœur pour élargir les perspectives et les thématiques qui sont abordées dans le cadre notamment de la formation de nos élèves ingénieurs sur les questions liées à la transition écologique, mais également dans une mission de vulgarisation, de diffusion auprès du grand public, puisque ces conférences sont ouvertes au grand public. Et d'ailleurs, je voudrais demander, est-ce que les personnes qui viennent de l'extérieur peuvent lever la main, s'il vous plaît? Ah ouais, beau succès. Super. Merci beaucoup. Donc ce cycle de conférences, comme je vous le disais, est important pour nous. Il sera enregistré, ça vous sera dit, et il pourra être visionné sur YouTube en différé pour ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui ou ceux qui voudront revoir les interventions. Aujourd'hui, on aborde un sujet qu'on a peu abordé jusqu'à présent dans les cycles de conférences des matinales, qui est le sujet de l'adaptation au changement climatique, qui est un sujet très important, à côté des sujets évidemment sur ce qu'on appelle en franglais la mitigation ou l'atténuation du changement climatique et tout ce qu'on peut faire pour en limiter l'ampleur. Mais le sujet de l'adaptation au changement climatique est un sujet malheureusement qui va être croissant dans les préoccupations des décideurs, des acteurs publics, mais aussi des acteurs économiques et des acteurs individuels. Et évidemment, les ingénieurs auront un rôle majeur à jouer. Je spoil un peu la fin de la conférence, mais les ingénieurs auront un rôle majeur à jouer pour toutes les adaptations, toutes les transformations, tout ce qu'il faudra faire pour arriver à vivre dans un monde qui sera malheureusement un petit peu plus chaud que ce que la Terre a connu le siècle dernier. Et donc, pour présenter ce sujet et introduire ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir la DREAL, donc Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui est l'acteur territorial, la Direction régionale des services de l'État, qui est en charge de ces sujets, puisqu'il est en charge sur un spectre assez large, comme son nom l'indique, qui couvre à la fois la transition écologique, le logement, l'énergie, la protection de la biodiversité, etc. Donc Anne Beauval le présentera mieux que moi. Mais ce spectre de compétences est véritablement celui sur lequel il faut appréhender l'adaptation, puisque comme vous le verrez, ça gère et ça impacte tous ces sujets et toutes ces dimensions de la vie collective. Voilà, je ne vais pas être plus long et je passe la parole à Anne Beauval. Merci, monsieur le directeur. Bonjour à tous. Donc, je vous propose effectivement aujourd'hui de rentrer dans le sujet de l'adaptation au changement climatique, avec bien évidemment un focus que nous avons construit spécialement pour les élèves ingénieurs qui sont quand même majoritaires dans la salle. Donc le plan que nous vous proposons, c'est, bon, je vais faire quelques rappels au début, mais présenter ce que va être le changement climatique
à l'échelle de notre région, à partir d'éléments qui ont été bien évidemment rassemblés par un certain nombre d'acteurs, dont le GIEC Pays de la Loire. Un focus principal sur les enjeux d'adaptation, la prise en compte par la planification écologique, la trajectoire de réchauffement de référence et l'impact sur les référentiels qui structurent l'ingénierie. Alors, pour être honnête, on va un peu survoler en 3 quarts d'heure, 1 heure sur ce sujet-là, mais on va essayer de vous donner les points de repère essentiels. Et on voulait ensuite continuer sur un sujet un peu plus focalisé, qui est l'action de l'inspection des installations classées dans ce contexte. C'est une des missions, parmi d'autres à l'ADREAL. Et on terminera par vous, pour une raison simple, c'est que sur ces sujets-là, nous avons besoin de renforts et que l'ADREAL recrute. Donc ça n'est pas anodin si on s'adresse à vous ainsi. En termes donc d'introduction, c'est quoi une DREAL? Je ne vais pas revenir sur le détail de l'acronyme, mais globalement, c'est le service de l'État en région Pays de la Loire qui est chargé d'accélérer les transitions écologiques et énergétiques. Avec ça, on englobe toute l'action de la DREAL. On dépend de 5 ministères. C'est plus les bons pour le moment, mais c'est pas grave, je referai le slide plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est globalement énergie, environnement, logement, transport. Avec ça, on couvre à peu près le champ de la DREAL et on est de l'ordre de 350. Nos champs d'intervention, vous les avez là. Là, vous avez à peu près toute la mission de la DREAL. Vous voyez la variété. On peut faire du contrôle, on peut faire de l'accompagnement, on peut faire du financement, on fait de l'inspection, on va faire de la prévention des crues, on va s'occuper de ressources minières, on va travailler sur le contrôle des transports routiers. Je ne vais pas lire le slide, mais ça vous montre toute la palette d'interventions et je prendrai quelques exemples. Je parcourrai certainement pas aujourd'hui avec vous la totalité des missions de la direction régionale. Le slide que je voulais mettre en fin de mon introduction, c'est celui-là. Je pense que les objectifs du développement durable vous sont connus. Quand j'ai un peu plus de temps sur cet exposé-là, moi j'aime bien démarrer par les enjeux vus de l'ONU, parce que ça permet de positionner le sujet au bon niveau. De démarrer directement par cette vision internationale. Là, il ne me restait que ce slide-là, donc j'ai pris celui-là. Les 17 objectifs du développement durable permettent, je dirais, d'embrasser tous les champs à couvrir pour répondre à ces enjeux. Par contre, ils les mettent tous au même niveau. Et j'aime bien cette présentation parce qu'elle permet de rappeler que pour faire de l'économie, il faut que la société tourne. Pour que la société tourne, il faut que l'environnement autour de nous fonctionne et que la biosphère soit en bon état. Et derrière, quand vous allez au bout, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ça plus en détail, ce sont les limites physiques du système Terre, en fait, que l'on touche. Notre capacité à vivre, je dirais, à avoir du vivant sur la Terre. Et la couche la plus basse, forcément, porte la biosphère. Les encarts verts, c'est où est la DREAL. On n'intervient pas sur les 17 ODD. On intervient essentiellement sur les 6 que j'ai entourés. Vous en voyez beaucoup sur la couche biosphère, forcément. Donc si j'arrive à m'en souvenir, parce que je les connais à la fois par cœur et puis je ne vois pas grand-chose, vous avez la vie terrestre, vous avez l'eau potable, vous avez, sauf erreur de ma part, c'est le climat, ça c'est la partie biosphère. Ensuite vous avez ville durable, j'ai un petit doute, ça doit être l'énergie, ça doit être la société. Et puis vous avez l'économie circulaire qui doit être au niveau de l'économie. C'est principalement sur cela qu'on est positionné. C'est encore une autre façon, d'une certaine façon, d'appréhender le spectre de la DREAL, mais cette fois dans un cadre beaucoup plus large. Voilà, ça c'était pour comprendre à peu près qui on est et ce que l'on fait. Vous allez souvent voir des photos de paysages, parce que si vous avez la curiosité, dans toutes les missions de la DREAL, nous avons l'inspection en charge des sites classés. Donc du coup, j'ai utilisé une partie de leur production pour agrémenter cette présentation. La première partie que je voulais aborder avec vous, c'est donc le changement climatique à l'échelle de nos régions. J'ai peu de temps, donc je ne vais pas utiliser tout ce que nous avons d'habitude pour vous rappeler les enjeux du changement climatique, puis je pense que c'est des enjeux que vous connaissez, donc je vais juste aller sur quelques points essentiels, qui est la notion de trajectoire, trajectoire climatique. Donc vous avez toujours en bas des slides les sources, je ne les citerai pas à chaque fois, mais si vous voulez creuser, ça vous permet d'y accéder ainsi. On a mis 2030 en pivot, pourquoi? Parce que 2030, je dirais en termes de projection climatique, on y est déjà. Quoi qu'on fasse, la température à 2030, voire 2040 est déjà connue. Par contre, ce qui est important, c'est les trajectoires à 2100.
Donc ce qu'on a déjà atteint, je vais prendre juste la ligne en rouge, hein, c'est été 2022, plus 2,3 degrés en France. Trajectoire de Paris, plus 1,5 degré en 2030, ce qui veut dire pour le monde, ce qui veut dire pour la France, plus 2 degrés. Donc là, globalement, en 2030, on y est. Par contre, l'enjeu, c'est 2100. Et la trajectoire à 2100, ben, vous ouvrez l'éventail, hein, c'est la partie droite du graphe. On peut, selon les efforts qui sont faits, réussir à arriver sur des trajectoires basses ou très basses qui correspondent à la trajectoire de l'accord de Paris. Et sans mesure additionnelle, on est plutôt sur la trajectoire dite élevée. Si on continue comme d'habitude, hein, comme actuellement, plutôt, excusez-moi, nous arrivons sur cette trajectoire qui va vers le plus 4. Puis ensuite, effectivement, on peut ouvrir selon les hypothèses plus haut ou plus bas. Et les actions sur lesquelles on a les leviers en ce moment sont celles qui vont projeter cette trajectoire de 2100. Pour régionaliser ces éléments, donc, vous avez là, pas la trajectoire, c'est le passé et le présent. C'est-à-dire c'est la température en Pays de la Loire depuis 60 ans, non pardon, oui c'est ça, 60 ans. Où vous voyez une inflexion dans les années 90, hein, c'est-à-dire au milieu du graphique. Et depuis, on augmente à peu près de 0,37 degrés tous les 10 ans. Bon, je dirais l'histogramme parle de lui-même. C'est pour montrer la réalité de cette évolution de température. Ces visuels-là donc, sont aussi pas mal vulgarisés maintenant. Pourquoi? Parce que, je vous disais, le climat 2030-2040 est déjà connu. L'important, c'est l'action sur le climat 2100. Et pour illustrer, alors je ne suis pas sur chaque dixième de degré, j'aimerais bien un jour trouver un slide qui soit un peu plus fin, mais globalement, entre une trajectoire qui nous emmène à plus 2 et une trajectoire qui nous emmène à plus 4, les différences sont très importantes en termes de climat, pour le coup, et vous voyez l'impact en termes de température, de sécheresse, de précipitation ou d'enneigement, là on y est au niveau français, hein, avec en référence la colonne grise, c'est ce qu'on a actuellement, et ce que projettent les différentes perspectives selon les deltas de température qui sont devant nous. Si je prends plus 2, vous avez typiquement 3 fois plus de sécheresse, si je prends plus 4, vous avez 5 fois plus de sécheresse. L'enneigement nous concerne un peu moins dans la région, bien sûr. Et les précipitations, c'est intéressant aussi de regarder l'occurrence des extrêmes pluvieux, qui sont de plus en plus frappants selon le curseur que l'on prend. Ceci pour rappeler toute l'importance d'agir, parce que le climat va changer, on sait qu'il va faire plus chaud, mais entre faire plus chaud à 2 degrés et faire plus chaud à 4 degrés, c'est pas du tout la même vie. Alors ce slide, il est un peu chargé, mais je l'aime bien. Pourquoi? Parce que pour ceux qui aiment bien la prévention des risques, ça permet de rappeler un certain nombre de choses et de faire le lien avec entre l'atténuation et l'adaptation. Et donc entre le plus 2 degrés ou le plus 1,5 degré, la trajectoire de Paris, et le plus 4 degrés, la trajectoire de référence réchauffement climatique, enfin adaptation réchauffement climatique. Donc peut-être un premier rappel, hein, le risque c'est la conjonction entre un aléa et un enjeu. Pour qu'il y ait un risque, il faut qu'il y ait un danger, l'aléa, et il faut qu'il y ait un enjeu, c'est-à-dire quelque chose à protéger, une personne, un bien. Si vous avez un danger et puis personne autour, bah, vous n'avez pas de risque. C'est vraiment les bases de mes souvenirs de prévention des risques. Et bien en matière de changement climatique, l'aléa, ça va être justement cet enjeu de température globale, comment on joue sur l'aléa, comment on réussit à réguler l'augmentation de la température. L'enjeu va nous renvoyer les sujets d'adaptation, c'est-à-dire comment on fait en sorte que ce qu'il faut protéger, on l'adapte de la meilleure façon possible pour qu'il soit le plus protégé possible du risque. Donc on a à la fois cette logique d'éviter l'ingérable, c'est-à-dire de réduire l'aléa, de réduire l'augmentation de température, et cette logique de gérer l'inévitable, il y a des choses on ne peut pas réduire plus, et comment on doit agir. Et on est en permanence en train de jouer sur les deux niveaux. Or on a pu avoir des discours et des compréhensions en disant bah, on s'occupe d'adaptation parce qu'on ne s'occupe plus d'atténuation. Non, non, il faut toujours s'occuper des deux, réellement, parce que les deux sont complémentaires. Et donc si je déroule un peu mon slide qui est beaucoup trop chargé,
Il faut allier donc adaptation et atténuation, hein, parce que de toute façon, de nombreux secteurs ou activités actuelles ne sont plus adaptés au climat tel qu'il est devenu, et a fortiori le seront encore moins dans les prochaines décennies. Je vous disais, le réchauffement climatique à 2040 est acté, et on a déjà touché du doigt sur l'été 2022 un certain nombre de limites. Typiquement, si je prends en termes de gestion de crise, hein, on a eu des sujets d'eau potable très significatifs en 2022, avec plus de 2000 communes qui se sont retrouvées en tension sur l'eau potable. On a eu plus de 8000 communes sur les RGA, je vous montrerai des photos, hein, c'est les fissures dans les maisons. On a eu besoin d'aide étrangère pour maîtriser des incendies. Ce n'est pas l'histoire de la France, d'habitude. On envoie de l'aide, on n'en reçoit pas sur ces sujets-là. Et on a eu un certain nombre de vagues de chaleur et donc d'excès de décès correspondants. Donc ça, c'est pour rappeler qu'on est déjà dans la réalité de l'adaptation. Et puis, un message très important, c'est plus vous retardez la mise en œuvre de ces politiques, plus ça compromet leur efficacité, ça augmente le coût et ça diminue le potentiel. Donc la conclusion, c'est bien sûr que le coût de l'inaction est supérieur au coût de la prévention, et ce sont des choses qui commencent à être de plus en plus documentées. Et puis pour terminer, quand on parle climat, on pense température. Je voulais aussi mettre ce slide pour rappeler qu'un climat, c'est pas que de la température. C'est aussi l'humidité, ce sont aussi les pluies. Et donc, dans les projections qui sont faites par Météo France actuellement, vous voyez que le climat des Pays de la Loire est en train de changer. Parce qu'on a une moyenne historique qui est la courbe orange, qui doit être à peu près en plein milieu. Ensuite, le vert, c'est les 30 prochaines années. Le violet, c'est les 30 années suivantes. Et donc, vous voyez petit à petit les courbes qui s'affaissent. Il y a toujours pas mal d'humidité en hiver, hein, mais globalement, il y en a de moins en moins en été, et on est en train d'arriver comme ça sur les records secs. Donc globalement, ça veut dire qu'on prépare un climat avec une alternance saison humide, saison sèche, qui n'est pas exactement l'histoire de la douceur angevine. Je vais vous donner quelques exemples ensuite sur la décennie passée de conséquences de l'impact justement du réchauffement climatique, pour montrer comment ça se traduit déjà en Pays de la Loire, au-delà de la pluviométrie, au-delà des températures. Donc la première photo, on a rassemblé ici quelques conséquences de Xynthia, qui a été une tempête d'une ampleur sans précédent, qui a joué sur l'érosion dunaire, avec des dégâts forts liés à la submersion ou au choc mécanique des vagues. Et vous pouvez voir successivement sur les photos l'inondation de la baie de l'Aiguillon, qui est un polder, une brèche dans la digue de Guérande, le recul de 5 mètres de l'accès à la plage sur le pont Dieu. Vous avez une piste cyclable en dessous à la Faute-sur-Mer. Vous avez les inondations des habitations. Et puis un exemple de dégâts sur des ouvrages de défense contre la mer. C'est un premier exemple. Un deuxième exemple plus proche, les feux de forêt. Ça, c'était 2022. On avait entre 2006 et 2010 130 hectares en moyenne. Ensuite, on a eu un bond entre 2011 et 2015, 360 hectares. Petit bond, 380 hectares entre 2016 et 2020. Plus de 2000 hectares en 2022. Donc un changement complet d'échelle. Et pour la première fois, on a eu besoin de l'aide extérieure en Pays de la Loire, en particulier sur l'incendie de Baugé en Anjou, avec 1300 hectares brûlés. Ce qui force à appréhender maintenant différemment ces problématiques de protection des massifs. Autre exemple, je vous citais les fissures dans les maisons. Donc globalement, le nombre de maisons individuelles qui est potentiellement exposé au risque de retrait-gonflement argile est en train de monter. Le RGA, c'est quoi? Globalement, un sol avec je dirais une couche argileuse. La couche argileuse, c'est une éponge, hein, ça absorbe l'eau et ça se rétracte. Quand les amplitudes deviennent trop importantes, les maisons qui sont construites au-dessus sont impactées. Et c'est ces mécanismes-là qu'on observe en croissance. La biodiversité, j'en ai pas beaucoup parlé, je voulais quand même l'évoquer. Donc globalement, pour la région Pays de la Loire, on est sur des ordres de grandeur proches du national. Ça, c'est le pourcentage des espèces qui sont menacées
actuellement en Pays de la Loire, et ça varie entre 10% des mammifères et 40% des poissons, sachant que nous avons en Pays de la Loire un milieu extrêmement riche, on a beaucoup de zones humides, donc une responsabilité importante en termes de protection des espèces. La santé humaine, parce qu'on parle de la biodiversité, mais nous faisons partie de la biodiversité, hein, on est dans le monde du vivant, entre guillemets, comme les autres. Et donc vous avez simplement là un slide un peu chargé, mais qui vous montre comment la santé est impactée par le climat, et avec les mécanismes, je dirais, qui sont en train, dans certains cas, d'intervenir ou qui pourront s'amplifier. Vous avez la pollution de l'air et les impacts sur quelques maladies comme l'asthme et les maladies cardiovasculaires. Vous avez les vecteurs, donc les insectes et les maladies qu'ils transportent. Vous avez, excusez-moi, j'ai un peu de mal à lire, l'augmentation des allergènes qui jouent. Non, c'est bon. Ouais, merci. Là, c'est très lumineux, pas de problème. Vous avez la chaleur, hein, en tant que telle, qui a un impact. Et puis, vous pouvez avoir l'eau potable. Je l'évoquais, on a eu des sujets d'eau potable, y compris en région. Des effets sur la qualité de l'eau. La partie, est-ce qu'on a de l'eau? Et puis ensuite, est-ce qu'elle est de bonne qualité? Et puis globalement, derrière, si vous allez de plus en plus loin, c'est la dégradation environnementale peut générer des phénomènes de migration. Là, on est plus à l'échelle du monde. Et les intempéries qui sont violentes, bon, effectivement, ont des causes accidentelles à l'instant T, mais peuvent aussi avoir des répercussions sur la santé mentale. C'est pour ouvrir le champ des possibles en termes de santé humaine. Et puis pour terminer sur ce slide, il est chargé, hein, c'est volontaire, là je ne vais pas forcément tout détailler, mais j'ai souhaité en fait rassembler alors, tous les secteurs d'action publique, tous ceux qui sont à la périphérie de l'Adréal, il y en a certainement d'autres que l'on connaît moins, mais globalement vous avez un impact du changement climatique sur à minima tout ce qu'on a mis là, les réseaux, les infrastructures, les enjeux de mobilité, la ressource en eau, tout ce qui est mer, littoral, le risque naturel et technologique, biodiversité, milieu, paysage, l'agriculture et l'alimentation, forêt et sylviculture, le tourisme, bâtiment, habitat, urbanisme et santé sociale. Je ne dis pas qu'il y a tout, mais on est vraiment sur des enjeux d'adaptation et d'atténuation qui touchent extrêmement largement l'ensemble des politiques publiques. Voilà, c'était la première partie de mon intervention. On peut, à ce moment-là, si vous voulez, prendre des questions. Je crois qu'il y a 2 ou 3 temps dans la présentation pour éviter un trop long monologue. Pour commencer, on vient de parler beaucoup des aspects sur le changement climatique. Comment vous sensibilisez le grand public au-delà de, par exemple, cette conférence sur les changements climatiques, les enjeux écologiques ? L'Adréal n'a pas de mission d'information directe du grand public. On le fait un peu, hein, mais ça, je dirais, c'est pas notre cible principale. On le fait via notre site internet, on le fait via LinkedIn. C'est les 2 canaux principaux qu'on a pour, atteindre le grand public. Par contre, on est, nous, beaucoup plus présents auprès des relais. Les relais pouvant être, les administrations, bien sûr, les collectivités, tous les réseaux industriels, pas tous, les réseaux industriels, qui nous sollicitent vers qui on va, les associations de protection de l'environnement. On commence un peu plus l'enseignement supérieur, CF cette intervention aujourd'hui, hein. Mais notre idée derrière ça, c'est de pouvoir diffuser sur des relais susceptibles de relayer. Donc typiquement, ce que je vous présente aujourd'hui, on est intervenu sur ce sujet-là au Césaire, au Conseil économique, social, environnemental, régional, à la Fédération régionale des travaux publics. Là, on va intervenir à la Fédération régionale des transports routiers. Enfin voilà, on est intervenu sur un autre sujet qui était l'eau à l'Assemblée générale de la CCI. Donc c'est plus par ce canal-là en fait qu'on a l'impression qu'on a le plus d'impact pour, d'une certaine façon, échanger, sensibiliser et permettre de donner les éléments permettant d'agir. Merci pour votre présentation. Vu ce que vous avez présenté, du coup, on aura à faire face à l'avenir à des situations de crise de plus en plus, aux aléas de plus en plus élevés.
et aux effets de plus en plus élevés. Et les systèmes que jusque-là on avait dimensionnés justement pour optimiser la performance sur une situation moyenne devront a priori plutôt s'adapter pour faire face à des situations de crise, pour s'axer sur la résilience plutôt que la performance, a priori. La résilience plutôt que la performance. L'idée, ce serait de faire face plutôt à des situations de crise extrêmes, plutôt que d'essayer d'être performant en moyenne, vu qu'on aura des aléas de plus en plus importants. Et à mon sens, ce serait plus intéressant d'essayer d'axer justement les systèmes qu'on concevra plutôt sur la résilience et leur adaptabilité justement au changement climatique et à ces situations de crise, plutôt que d'essayer d'avoir des systèmes à haute technologie, mais qui risqueraient justement de perdre cette résilience, même s'ils sont plus performants. Et est-ce qu'à votre avis, du coup, ce serait pertinent? Et comment essayer d'envisager cette transition et ce changement de paradigme? J'allais vous dire, vous aurez des éléments de réponse dans les slides qui suivent, pour le coup. Pourquoi? Parce que derrière, c'est d'une certaine façon, quels sont les référentiels sur lesquels sont construits nos systèmes, au sens très large du terme, système de transport, système industriel, etc. Et il y a tout un travail qui est engagé pour revoir ces référentiels. On n'a pas les, on est en train de, enfin, je dirais on, collectivement, hein, c'est pas on au sens de réel, hein, bien sûr. Le travail est en train de s'engager, donc je vous proposerais bien de reprendre la question pour plus tard, sinon je vais vraiment commencer mes slides. Il n'y a pas toutes les réponses dans les slides, mais vous avez les éléments qui permettent de poser les bases de votre question. Je peux continuer, de toute façon, il y a plein de matières et ça répondra à la question. Non, enfin, ça répondra en partie à la question, pour être honnête. Hop. Voilà, donc ce que je voulais vous présenter maintenant, et là, pour le coup, c'est, entre guillemets, c'est nouveau au sens où c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est la planification écologique, d'une part, démarrée en 2022, et la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, et là, c'est du 2023. Et puis leur impact sur les référentiels d'ingénierie, c'est devant nous, pour le coup. On est vraiment sur le futur. Donc globalement, peut-être avant de rentrer, là je suis allée très vite dans le sujet, mais la planification écologique, c'est vraiment une démarche qui s'est enclenchée pour justement construire une vision systémique qui permet de répondre aux besoins, enfin je dirais de répondre à l'atteinte des trajectoires dont nous avons besoin en termes de gaz à effet de serre, en termes de préservation de la biodiversité et en termes de gestion des ressources essentielles. Donc ça a donné un plan avec un certain nombre d'objectifs et je vais revenir sur certains d'entre eux. Donc les chantiers de la planification écologique, ce sont les systèmes qui sont là, pour ceux qui peuvent les trouver familiers, ce sont les systèmes de la loi climat et résilience que l'on retrouve ici. Donc mieux se déplacer, mieux se loger, mieux préserver et valoriser les écosystèmes, mieux produire, mieux se nourrir, mieux consommer, où l'ADREAL est en fait sur 5 sur 6 de ces thèmes. Et globalement, derrière, je vais vous présenter un certain nombre de choses qui sont les trajectoires de décarbonation qui ont été construites à partir de ça. Ces éléments-là sont vraiment publics, hein, c'est dans le cadre de la démarche qui a été lancée, où l'objectif de la planification écologique, c'était de compiler toutes les données existantes, de projeter les trajectoires par rapport à cet objectif de réduction de 138 millions de tonnes de CO2 à 2030, de répartir l'effort par secteur, et globalement, donc entre transport, agriculture, bâtiment, industrie, énergie, de voir, je dirais, les gaps qu'il y avait à franchir pour faire moins 55% d'ici 2030. Donc là, vous le voyez comme ça, avec vous avez 4 barres, hein, de 99 à 2030, et les trajectoires demandées à chaque compartiment de notre société. On peut le dire franchement, c'est de nos entreprises, de notre économie, de notre société. Pourquoi société? Parce que derrière, il y a des enjeux de comportement aussi, pas que des enjeux de production. Et puis vous avez les puits de carbone qui sont plus une inconnue. Les puits de carbone, c'est les prairies, les forêts, les tourbières pour l'essentiel, qui absorbent une partie du carbone que nous produisons
et qui tanguent parce que le réchauffement climatique les impacte. C'est pour ça que vous avez un point d'interrogation, parce qu'il est devenu difficile de projeter la capacité d'absorption des puits de carbone, et on voit des évolutions qui ne vont pas dans le sens espéré. Ce qu'il faut retenir derrière ces graphiques-là, c'est globalement que la moitié des baisses sont déjà engagées et en cours de déploiement. L'autre moitié correspond, dans ce cas, à des mesures nouvelles qui sont soumises à concertation, discutées, etc. Et une autre façon d'approcher ça, c'est que 63%, c'est très précis, on va retenir à peu près un petit 2/3, hein, correspondent au déploiement de solutions matures. Et j'y reviendrai, parce qu'en fait, on a plus besoin des ingénieurs pour déployer ce qui existe déjà que pour créer du nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas créer du nouveau, mais l'impact, on l'a sur le déploiement de solutions matures. On a 19% qui sont des changements de comportement et 18% qui sont de l'innovation technologique. Donc il en faut, mais c'est 15 sur 6 en fait, en termes d'impact. Et puis j'arrive sur la TRAC. La TRAC, qui est la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Je vous ai montré des trajectoires au début, je vous ai montré l'équation entre l'aléa et l'enjeu à protéger, pour ce qui donne le risque. Mais globalement, on retrouve ces deux scénarios, avec à la fois le scénario de respect de l'accord de Paris, qui est toujours le cap à tenir, parce que c'est celui qui permet au niveau international d'arriver sur les trajectoires les plus basses, et c'est celui qui vraiment répond à cet enjeu d'atténuation. Et puis vous avez un autre scénario sur lequel on travaille parallèlement, qui est un scénario qui est plus pessimiste, celui qui projette à +4 pour la France, et c'est celui qu'on prend comme référence pour l'adaptation au changement climatique. Pour faire simple, ce n'est pas le scénario qu'on souhaite, on fait tout pour qu'il n'arrive pas, mais s'il arrive, il faut avoir préparé nos infrastructures au sens très large sur une référence. Et le but, c'est d'avoir la même référence pour tout le monde, pour une raison simple, un exemple qu'on prend tout bête. Hein, si la route elle est faite pour résister à +3 degrés et le port qui est au bout de la route à +4 degrés, on aura un petit problème s'il fait 3,5. Donc, du coup, c'est vraiment un socle, d'une certaine façon, national pour préparer tous les secteurs aux effets du réchauffement climatique à peu près au même rythme et sur les mêmes valeurs. Et donc la trajectoire telle qu'elle est construite, elle va par palier, avec le palier 2030, +2 degrés, je prends la ligne du bas qui est la France, hein. Palier 2050, +2,7, palier 2100, +4. Le but n'est certainement pas de considérer que c'est la trajectoire que nous aurons, d'où l'enjeu de travailler sur l'atténuation en permanence, mais c'est, en termes de prévention des risques, le scénario qu'il faut préparer. Voilà, donc vous retrouvez la même logique, hein, on se prépare aux +2 qui sont inévitables et on aligne les politiques publiques sur un référentiel de température qui est cohérent. Et derrière, nous avons au niveau français des plans nationaux d'adaptation qui permettent de construire cette démarche d'adaptation avec des travaux qui sont faits secteur par secteur, des études de vulnérabilité qui sont construites au niveau national et local. Alors des études de vulnérabilité en prévention des risques, derrière ça veut dire qu'on intègre aussi des événements peu probables à fort impact. Et derrière, les questions qu'on se pose, qu'on se posera, parce que ce sont des questions sur lesquelles certaines réponses sont encore à construire, c'est qu'est-ce qu'il faudra protéger à tout prix, qu'est-ce qu'il faudra déplacer pour le protéger, qu'est-ce qu'il faudra laisser soumis aux aléas, c'est-à-dire qu'on considère qu'on ne le protège pas, et quelles sont les actions préventives, quelles sont les actions curatives. Donc c'est vraiment ces questions-là que l'on a à se poser. Un exemple assez simple étant en particulier la façon d'appréhender le recul du trait de côte avec l'élévation du niveau de la mer. Vous pouvez prendre les 4 questions qui sont là et voir comment on y répond territoire par territoire. La présentation, je pense qu'elle sera diffusée, je le dis pour ceux qui le souhaitent. Et là, je rentre un peu plus dans la question que vous me posiez tout à l'heure. Je n'ai toujours pas la réponse, parce qu'en fait, la réponse, elle est à construire, mais c'est la démarche pour y répondre. Mais globalement, dans cette trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, vous avez un certain nombre de chantiers. Ces chantiers, ils sont en train de se construire. Vous avez toute l'évolution des référentiels, des normes,
des réglementations techniques qui sont liées au climat. Et il y en a beaucoup. Le bâtiment, les transports, l'énergie, les réseaux, les risques naturels. Et on a besoin d'une certaine façon, réétalonner notre système de référentiel. Vous avez ensuite l'accompagnement des acteurs. Et au tout premier chef, l'accompagnement de l'adaptation des collectivités territoriales avec le renforcement de tous les outils de planification. Je vous épargne les sigles, mais là, pareil, ce sont des démarches qui sont lancées. Et puis, vous avez l'accompagnement de l'adaptation de l'activité économique, qui peut être touchée de beaucoup de façons différentes, avec là aussi des études de vulnérabilité, des plans d'adaptation, des plans de continuité d'activité, à la fois dans une démarche de filière et puis des diagnostics individuels. En transversal, vous avez le chantier de résilience de la biodiversité. Pourquoi? Parce qu'une forte partie de notre activité économique, elle est liée à la biodiversité. Faites tomber les pollinisateurs dans les écosystèmes, vous avez un impact direct en termes, je dirais, d'impact socio-économique. C'est un exemple parmi d'autres. Donc ce chantier transversal est assez essentiel. Bon, le graphe en dessous, vous l'avez déjà vu, j'aurais dû le nettoyer du slide. Et puis, si je vais plus loin, en termes d'impact sur les référentiels d'ingénierie, c'est un exemple du type de démarche qui est à engager en cours selon les situations. Dans un référentiel d'ingénierie, vous allez avoir les normes des infrastructures, les hypothèses de dimensionnement qui dépendent de ce qu'on attend en termes de conditions de fonctionnement, mais les conditions de fonctionnement changent. Quand il fait plus chaud sur un rail de chemin de fer, c'est pas la même chose, par exemple. Et donc, du coup, globalement, comment on reconstruit le référentiel pour un certain nombre de sujets. J'ai mis les digues, les routes, le confort d'été dans les réglementations thermiques, parce que c'est des sujets connectés avec l'ADREAL. Vous avez derrière la façon de faire les diagnostics, et donc la partie planification territoriale et stratégie. Vous avez les processus de gestion de crise qui changent, parce que du coup, j'irais les plans de prévention sont à revoir, les systèmes d'alerte sont à revoir, parce que les risques changent eux-mêmes, ainsi que les moyens de protection. Et puis vous avez les moyens dédiés, les fonds d'urgence. Et en bas, on vous a mis une frise qui est intéressante, parce que là, en termes d'ingénierie, il y a vraiment beaucoup de travail et de réflexion à avoir. C'est comment on projette un changement climatique sur quelque chose. Donc sur la partie gauche, vous voyez ce que j'ai montré en termes de projection de réchauffement climatique. Alors, les petits histogrammes, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, et puis ensuite, vous avez les trajectoires qui s'ouvrent. Quel est l'impact sur le risque de retrait gonflement argile? Quel est l'impact sur le risque incendie? Quel est l'impact sur le risque de submersion? Là, vous avez énormément d'ingénierie, de modélisation, de données pour pouvoir construire les hypothèses correspondantes et définir d'une certaine façon les éléments qui permettent ensuite d'agir sur les référentiels d'ingénierie. Un slide qu'on voulait également vous présenter concerne l'ingénierie. En fait, vous en avez deux, il y en a un deuxième derrière. Que peut faire l'ingénierie sur ces sujets d'adaptation? Alors, plein de choses. On a parlé précédemment de la façon de décliner les évolutions du climat sur les référentiels. Là, c'est un autre exemple. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver et déployer, je répète, des solutions, souvent elles existent. C'est la massification qui n'est pas forcément encore opérationnelle. Donc, pour pouvoir allier atténuation, adaptation et préservation de la biodiversité, qui sont les trois sujets à faire avancer de front, en croisant avec les multiples enjeux socio-économiques dans les territoires. Et je vous ai mis deux exemples, on aurait pu en trouver d'autres. Le développement des filières. Je suis sûre qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, pas très loin d'ici, sauf erreur de ma part, mais tout ce qui est matériaux biosourcés, géosourcés, c'est très bien en termes d'atténuation, d'adaptation et de préservation de la biodiversité. Donc ça coche tous les critères, mais globalement, comment vous arrivez à substituer ça aux matériaux non renouvelables? Ça permet de stocker du carbone, ça permet d'avoir un bon confort thermique, mais c'est hétérogène. Comment vous faites évoluer les normes pour être capable d'intégrer ces matériaux-là? Les normes évoluent, ça commence petit à petit, je dirais, échelon par échelon, mais on a un travail de massification plus important encore. À droite, c'est un projet, il n'existe pas encore, mais c'est un projet intéressant parce que ça montre les questions sociétales que ça pose. C'est un projet d'installation de photovoltaïque en ombrière pour un cimetière. Acceptable, pas acceptable, comment un tel projet peut être appréhendé
est mis en œuvre. Ça a des intérêts, ça gère les inondations du cimetière, ça collecte l'eau, ça récupère pour l'arrosage public, ça produit de l'énergie qui peut être gratuite pour les habitants, ça dépend de comment la commune le pense, mais je dirais c'est une évolution qui est encore en réflexion. Donc là vous voyez, c'est pas très loin d'ici non plus. Et puis un rôle important pour les ingénieurs, éviter les maladaptations. Ça, c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu qu'on n'a même pas devant nous, on l'a maintenant, en fait. Comment on est capable, au niveau de l'ensemble de la société, de se poser les bonnes questions. Parce qu'une maladaptation, ça peut avoir une fausse impression de protection, ça accentue la vulnérabilité au lieu de la réduire, notamment pour les ménages modestes, parce qu'il y a aussi une vulnérabilité économique pour les ménages derrière ça. Et ça accélère le changement climatique, à plus ou moins long terme. Donc, je vous ai mis un certain nombre d'exemples. Souvent, on les classe en 3 catégories. Sur l'utilisation inefficace de ressources, la caricature, c'est souvent la clim. Il fait chaud, donc on met la clim. Que fait la clim? Elle rejette la chaleur à l'extérieur. Donc en ville, ça veut dire qu'il fait encore plus chaud. Surtout dans les rues. Forcément, ça rejette des gaz à effet de serre. Donc en clair, vous accroissez le problème sur le long terme. Le dessalement de l'eau de mer pose un certain nombre de questions là aussi en termes de ressources énergétiques en particulier, mais induit aussi des enjeux de volatilité du prix de l'eau. J'ai mis les canons à neige simplement parce que c'est un exemple connu de consommation d'eau. Sur la partie réduction de la marge d'adaptation future, typiquement sur des problématiques d'espèces exotiques envahissantes, de vecteurs, de remontée du moustique tigre, de propagation de la dengue, etc. C'est le genre de sujet qu'on a pu connaître, y compris pas très loin, voire dans notre région. Globalement, vous intervenez avec des produits phytosanitaires. Si vous intervenez avec des produits phytosanitaires, ça détruit l'écosystème beaucoup plus largement que le vecteur qui est, je dirais, à supprimer. La question des forêts est importante, parce que nos forêts sont impactées actuellement par le réchauffement climatique. Donc se pose la question de comment on replante. Est-ce qu'on replante en monoculture typiquement, est-ce qu'on prend les arbres exotiques que l'on pense adaptés au climat de demain, ou est-ce qu'on fait des plantations diversifiées parce qu'on ne sait pas exactement ce que sera le climat de demain? Donc c'est ce type de question qui est assez prégnante. Et puis en erreur de calibrage, un exemple qui est plus proche de l'Adréal, c'est les digues de protection. Une digue, ça protège, mais ça peut rompre. Donc typiquement, une digue peut donner une fausse impression de sécurité et conduire à installer, ou a pu conduire d'ailleurs plutôt par le passé, à installer des activités derrière qui du coup renforcent l'aléa parce qu'il y a plus de biens ou de personnes impactées en cas je dirais de rupture de digue. Donc voilà quelques exemples. Je pense que derrière ça, vous voyez les enjeux en termes d'ingénierie assez facilement, parce que alors il n'y a pas que de l'ingénierie derrière ça, mais il y en a beaucoup. Voilà ce que je voulais présenter sur l'adaptation. Donc je sais que je n'ai pas complètement répondu à votre question, mais j'ai quand même bien ouvert les éléments de contexte, parce que votre question, elle est sur le futur. Et globalement, il y a beaucoup de choses à partir de ce que je vous ai présenté qui sont à construire pour savoir si demain, ça sera à tel niveau ou à tel niveau par rapport à la question que vous posiez. Pour prendre là-dessus, on vient juste de parler des enjeux évoquer des questions de la climatisation, par exemple, qui peut être des leviers et en fait qui nécessitent des changements de comportement. On en a aussi parlé précédemment. Ces changements pourraient être vus comme des entraves aussi pour la population. Comment les rendre acceptables, voire lors de notre première conférence, on avait échangé sur rendre désirable le changement. Comment rendre ces leviers acceptables et non subis? Je n'ai pas de réponse toute faite à une question comme ça. C'est une vraie question qui nous concerne tous, mais des éléments de réponse. Il y a une première brique pour répondre à cette question-là, c'est de travailler sur tout ce qui est connaissance, sensibilisation, éducation, compréhension de ce qui se passe. Ça ne suffit pas pour faire agir, mais c'est souvent un préalable qui est nécessaire. Donc déjà, c'est la première étape.
Et ensuite, peut-être le deuxième élément, c'est une question de proximité versus distance. C'est-à-dire, si je prends le changement climatique, la difficulté de l'atténuation du changement climatique, c'est qu'il faut qu'on agisse maintenant pour quelque chose qui a un impact en 2100. C'est compliqué, je dirais. L'être humain n'a pas forcément été, dans son développement, habitué à gérer des échelles de temps comme ça. Donc, il faut panacher avec d'autres actions plus proches, plus immédiates. Je prenais la préservation de la biodiversité. Quand on agit dessus, le retour, il n'est pas de l'ordre du siècle. Il peut être beaucoup, beaucoup plus court. Ou des exemples tels que développer la renaturation en ville, lutter contre les îlots de chaleur. Ça permet d'avoir en 5 ans, 10 ans, etc., quelque chose où on a réussi à agir et donc on entraîne plus facilement que sur une action abstraite. D'une certaine façon, ça permet de rendre concret. Il y a le levier des financements qui est important, le financement, les aides correspondantes, surtout avec des réflexions sur l'articulation avec les niveaux de ressources des ménages. Et peut-être pour vous donner un exemple, la façon de soutenir la rénovation énergétique des logements évolue pour intégrer de plus en plus cette question des revenus et donc orienter les aides en fonction. Une autre façon de répondre aussi, c'est la dimension collective. Il faut que ces sujets-là soient à la fois à l'échelle individuelle, où l'individu peut agir, mais un individu qui agit peut s'épuiser si ses voisins n'agissent pas non plus. Donc c'est comment on accompagne toutes les démarches citoyennes, toutes les démarches collectives. Et une des façons de faire, c'est aussi de faire savoir ce qui se fait ailleurs. Typiquement, c'est tout récent, notre ministère vient de terminer un appel à projet qui s'appelle Territoire cyclable, où l'idée c'était de retenir sur les Pays de la Loire, on a 3 lauréats qui vont aller beaucoup plus loin que d'autres sur ce qu'on peut faire en termes de logique systémique sur le vélo sur un territoire, pour pouvoir ensuite tirer les autres en montrant ce qui est possible et d'une certaine façon en faisant bac à sable pour expérimenter des solutions susceptibles d'être reproduites. Voilà, ce sont des éléments de réponse, mais je pense qu'il n'y a pas la réponse à cette question-là qui est une question très importante. J'ai une question à ajouter là-dessus pour aller un peu plus en détail sur l'aspect changement de comportement. Dans les scénarios que vous faites, vous avez parlé de seulement 19% des réductions liées à des changements de comportement. On sait que les changements de comportement peuvent avoir un très fort impact sur la réduction des émissions par le changement de l'alimentation, le changement des modes de transport, etc. Et donc ma question, c'est pourquoi un chiffre aussi faible dans vos trajectoires? Est-ce que c'est parce que vous avez estimé que l'impact de même beaucoup de changements de comportement ne serait que faible? Est-ce que c'est parce que c'est pas votre rôle? Est-ce que c'est parce que vous avez jugé certains changements de comportement trop difficiles à mettre en place, que c'est trop difficile de convaincre les gens? Alors voilà, qu'est-ce qui fait que c'est ce chiffre de 19%? Alors, peut-être pour remettre dans le contexte, ce n'est pas la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire toute seule. Derrière ça, c'est beaucoup, beaucoup plus large. Parce qu'en fait, les éléments que je vous ai montrés ont été produits par le secrétariat général à la planification écologique, qui a été créé en 2022 et positionné auprès de la Première ministre, justement pour avoir cette vision interministérielle. Et il a travaillé en rassemblant en fait tous les éléments qui permettaient de quantifier l'impact des plans lancés, parce qu'on a beaucoup de plans à l'heure actuelle qui sont déjà lancés sur ces sujets-là, la capacité des filières à faire, comment on pouvait quantifier et projeter. Et l'une des choses qui est le plus difficile à quantifier, c'est ces gains de sobriété, parce qu'on ne sait pas comment, j'allais dire, les individus vont s'en emparer. Donc, du coup, je pense que peut-être on peut aller beaucoup plus loin. Si on va beaucoup plus loin, tant mieux. C'est pas un sujet, je dirais, c'est même pas une question. Simplement, dans le modèle qui a été construit, ça a été estimé à
telle hauteur. Ce qui veut dire que tout le reste a aussi été mobilisé pour y arriver. Parce que pour réussir à atteindre les trajectoires en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre, de préservation de la biodiversité, parce que je vous montre que la partie gaz à effet de serre, mais il y a les mêmes réflexions qui ont été menées sur la partie biodiversité. On a vraiment embarqué tous les compartiments possibles. Et s'il y en a qui vont plus loin, eh ben, tant mieux. Il ne faut surtout pas considérer que ça a été sous-pondéré. C'est simplement que c'est difficile de projeter le gain qu'on peut attendre sur des mesures de sobriété. Donc, si je vous prends un exemple, sobriété énergétique a été un vrai sujet depuis 2022, un sujet pour des enjeux d'atténuation de changement climatique, mais aussi un sujet pour des enjeux de coût, hein, parce que les prix de l'énergie ont beaucoup évolué. Et on a pu observer des efforts de sobriété et des gains en baisse de consommation énergétique beaucoup plus importants que ce que l'on pensait. Et on s'est dit pour le premier hiver, l'impact du prix, etc., ou l'économie qui tourne à un régime un petit peu plus faible, etc. Mais non, le deuxième hiver, le gain, il est toujours là. Donc parfois, vous pouvez avoir des gains sur la sobriété qui sont en dessous de ce que vous imaginez, et parfois vous pouvez les avoir au-dessus. Donc quand on injecte ça dans des modèles, il y a beaucoup d'incertitudes. La vraie réponse, elle est là. Et si ça va beaucoup plus haut, tant mieux, c'est l'objectif. L'objectif, c'était de montrer qu'il y avait un rôle important sur la sobriété, et si on va plus loin, eh bien, ça permettra d'atteindre plus vite l'objectif, ou d'avoir un peu de marge aussi pour l'atteinte de l'objectif. Je ne sais pas. Je ne passe pas la parole, mais je vous en prie. Je sais... Ah oui, là-bas, pardon. Bonjour. Moi, j'avais une question concernant la coordination d'objectifs nationaux et régionaux. Par exemple, sur les émissions de gaz à effet de serre, comment on fait à l'échelle régionale? Est-ce que vous avez un objectif de diminution dans les Pays de la Loire ou c'est vraiment seulement national? Il n'y a pas d'objectif régional. On est vraiment sur cette trajectoire de planification écologique à 2030. Il n'y a pas d'objectif prescrit au niveau régional. Par contre, ce qui s'engage, c'est une démarche de territorialisation de la planification écologique, mais on en est vraiment au tout début. Elle sera lancée prochainement en Pays de la Loire pour que l'ensemble des acteurs des Pays de la Loire puissent réfléchir sur ce qu'ils peuvent faire à leur échelle, compte tenu de ce qu'ils représentent en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Bonjour, j'avais une question à la base, mais j'ai un petit peu envie de réagir quand même à des éléments qui ont été suggérés en se disant que 20% de réduction de l'empreinte en provenance des particuliers, pourquoi c'était si faible et est-ce qu'il n'y aurait pas un problème d'ambition? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, de la part d'une question qui a été posée. Pardon, excusez-moi. Déjà, merci beaucoup pour la présentation et notamment des éléments. Un rappel que les éléments de résilience et les éléments de massification des solutions déjà présentes sont les enjeux primordiaux et non pas la création de nouvelles innovations, parce que quand on voit certaines orientations politiques actuelles, on est quand même dans la question de se demander est-ce que ça c'est vraiment pris en compte, non pas à l'échelle de la DREL qui fait un travail, comme on voit, assez approfondi sur ces questions, mais au niveau des strates décisionnaires au-delà. Et donc la question qui me taraude quand même, c'est la question du quels sont les liens à faire entre le travail de la DREAL sur les enjeux de mettre en place et massifier les solutions déjà présentes, alors que c'est a priori pas les éléments qui sont mis en avant dans la communication politique un peu gouvernementale dans les médias publics. Quels sont les véritables leviers de la DREAL pour que ces enjeux-là soient vraiment remontés? Est-ce qu'il y a un pouvoir de contrainte aussi sur le secteur privé qui parfois, on a l'impression que c'est plus sur la base du volontariat qu'il y a un engagement de la part du secteur privé. Voilà, donc c'est un peu ces gens-là.
je vois que le travail de la DREAL est bien positionné sur les questions de résilience, de massification, et en même temps, je vois une dichotomie par rapport aux éléments gouvernementaux en termes des informations qui sont fournies au grand public. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez apporter là-dessus ? Il y a beaucoup de choses dans votre question, et il faut être conscient qu'on va en fait être sur des champs très variés, sur des échelles de temps différentes. Ce que je vous présente, c'est ce qui projette à 2030. Et cet enjeu de massification, il est connu, et c'est celui qui nous permet d'avancer sur 2030. Pourquoi ? Parce que pour déployer quelque chose d'ici 6 ans, il faut qu'il soit à peu près déjà sur étagère très souvent. Ça n'enlève en rien le fait qu'il y ait des besoins d'innovation. À 2030, ça a été chiffré par le secrétariat général à la planification écologique à la hauteur de 1/6. À 2050, ça peut être encore complètement différent. Donc on joue sur des échelles de temps qui sont différentes. On peut avoir besoin d'innovation pour demain, et on peut avoir besoin de massifier maintenant de l'existant. Les deux ne sont pas en fait contradictoires du tout. Ensuite, donc ça c'était un premier élément de réponse par rapport à ce que vous disiez. Sur ces enjeux de massification, je vais prendre un exemple, parce que j'avoue que le champ est tellement vaste que je pourrais en trouver beaucoup, mais la rénovation énergétique des bâtiments, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur qui est très fortement porté, sur lequel il y a énormément de moyens qui ont été mis pour accompagner les ménages, pour être capables de rénover leur logement. Il y a eu des décisions fortes qui ont été prises dans la loi climat et résilience aussi. Il y a des enjeux en termes de remise à niveau des passoires thermiques. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été faites et qui se poursuit, et je dirais qui petit à petit permet d'aller sur cet objectif de massification. C'est un exemple. Ensuite, sur ces sujets-là, il y a à la fois des démarches volontaires des secteurs industriels. Il y a des dispositifs d'accompagnement qui ont également été lancés. Et puis, il y a la réglementation qui évolue avec toute la partie, je dirais, contrôle associé. On joue simplement sur tout. Enfin, l'État joue, parce que la DREAL n'a pas tous les rôles dans ce cas-là, bien évidemment. Mais on a besoin de mobiliser tous les leviers face à des enjeux comme ça. Ce n'est pas uniquement du contrôle ou uniquement de la subvention. On a vraiment l'ensemble des leviers à mobiliser en cohérence avec des réglementations qui évoluent et des dispositifs d'accompagnement qui évoluent également. On va prendre une dernière question, Martin. Ça marche ? Oui. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé de l'aspect adaptation et atténuation, que les deux étaient nécessaires. Moi, ma question, c'est plus sur l'équilibre qu'il faut trouver entre les deux. Vous avez parlé, par exemple, de l'objectif à +4 ou +3. Moi, ma question, ce serait, j'imagine que c'est pas juste mettre un curseur, c'est énormément de travail et d'énergie pour une adaptation à +4 degrés plutôt qu'à +3 degrés. Et est-ce que cette énergie-là serait pas plus pertinente, ou à quel point comment on trouve cet équilibre-là entre atténuation et adaptation ? Alors, +4 n'est pas un objectif. Si vous me demandiez un objectif, je vous dirais la trajectoire de Paris, qui est l'objectif en termes, je dirais, d'atténuation. +4, c'est un scénario, c'est une hypothèse de référence, globalement. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas... alors, ce n'est pas à l'échelle de la DREAL, c'est vraiment à une échelle nationale, bien sûr, mais la question, c'est surtout par rapport aux données actuellement au niveau du GIEC, par rapport à ce scénario qui était présenté tout à l'heure, qui est globalement sur la trajectoire des émissions actuelles qui nous emmène à +4 degrés. Au niveau, alors je ne sais plus si c'était mondial ou français, il faudrait reprendre le slide. C'est le scénario de référence qui a été posé pour l'adaptation au changement climatique, parce qu'il correspond à la conséquence des émissions si nous restons sur la trajectoire actuelle.
c'est pas, on peut aller en se disant est-ce qu'il faut prendre plus 3 ou plus 4. La réalité objective, c'est que la projection des émissions actuelles nous emmène à plus 4. Donc ensuite, on pourrait avoir ces analyses coût-bénéfice, etc. Mais il n'empêche, si ce que j'appelle moi les limites physiques du système Terre s'imposent à nous à un moment, il faut être prêt à ce moment-là. Et les réflexions qui ont conduit ont posé ce plus 4 en disant c'est le scénario haut sur lequel il faut, d'une certaine façon, étape par étape, préparer le pays. Le but n'est surtout pas qu'il arrive. Le but, c'est bien évidemment de continuer de travailler à l'atténuation parce que la cible et l'objectif est sur la trajectoire de Paris. Mais, si nécessaire, nous devons avoir des infrastructures capables de s'adapter à cette température-là. Voilà comment je vous réponds sur ce point-là. Je me suggère de poursuivre, mais je vous laisse gérer les questions, hein, honnêtement, et je vous laisse gérer le temps. Moi, on s'adaptera, mais... Oui, on prendra les questions supplémentaires à la fin, pardon. C'est juste pour finir l'exposé. On va passer à un tout autre sujet. On voulait vous montrer un exemple qui va faire un peu écho à votre question, madame, tout à l'heure, sur la facette réglementaire. Benoît, je t'en prie, je te passe le micro. Merci, bonjour à toutes et tous. Je vais vous faire un petit focus sur l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, donc ICPE. Ce terme est assez récent, mais en fait, ce sont des objets, vous allez voir, qui datent. Et le démarrage, on va dire que c'est vers 1794. Il y a une poudrière à Grenelle qui explose, 1000 morts dans Paris. Et puis derrière, il y a eu tout un tas de textes depuis cette fin du XVIIIe siècle qui ont eu pour objectif de prévenir les nuisances des établissements qu'on appelait dangereux et insalubres. Il y a eu un décret impérial en 1810, etc., jusqu'à une grande loi fondatrice de 1976. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle des ICPE, qui sont à peu près 500 000 sites en France, ce sont des sites industriels ou agricoles ou agroalimentaires qui peuvent présenter des impacts, des nuisances et présenter des risques pour les populations, pour la santé, pour les biens et pour l'environnement. Quelques exemples là sur cette diapositive. Ça peut être une carrière d'extraction de matériaux. Dans le domaine industriel, c'est très large. Hein. Ça peut être de la plasturgie, de la scierie, de la sidérurgie, toute forme d'industrie dans la chimie, par exemple. Des éoliennes, des établissements d'élevage. Et puis là, vous avez aussi une photo d'un méthaniseur agricole. Pour ces établissements, l'État est garant de leur sécurité, de la santé publique, ainsi de la protection de l'environnement, et donc s'appuie sur pour cela sur des dispositions réglementaires qui sont très nombreuses, pour la plupart issues de droit européen et transcrites en droit français, et de services d'inspection. Donc ce sont des femmes et des hommes qui sont sur le territoire au sein d'EDREAL et aussi au sein d'un autre service de l'État qui s'appelle la DDPP pour ce qui concerne le monde agricole. Donc ces inspectrices et ces inspecteurs, ils ont plusieurs missions que je vais vous présenter. À la fois, d'abord, un accompagnement des projets industriels, c'est-à-dire en amont d'un projet, soit d'un nouveau projet industriel, un nouveau parc éolien ou d'une extension d'une usine. Les inspecteurs de l'environnement vont accompagner l'industriel dans la prévention des risques qui pourront être générés par son projet. Est-ce que c'est le bon endroit pour le faire? Donc d'abord, on évite les impacts si c'est possible. Est-ce que si on le fait là, on peut réduire les impacts? Donc il y a un accompagnement pour que l'industriel puisse monter son dossier de demande d'autorisation ou son dossier de déclaration vis-à-vis du préfet en essayant de définir tous les impacts qu'il va y avoir sur l'eau, sur les déchets, sur les sols, sur l'air, sur la mobilité, et puis tous les risques en termes d'explosion, d'incendie,
de d'effets thermiques en cas d'incendie, par exemple, ou d'effets de surpression. Donc, il va produire un certain nombre de documents qui vont être instruits par ces inspecteurs de l'État, c'est-à-dire que ces inspecteurs vont regarder la pertinence des informations fournies, leur suffisance, et ensuite proposer au préfet d'autoriser ou non un établissement à se créer ou à s'étendre, et s'il est autorisé, de fixer des prescriptions préfectorales en termes de rejet dans l'eau, qui vont tenir compte de la sensibilité du milieu, en termes de rejet dans l'air, en termes de gestion des déchets, etc., etc. Donc ça, c'est un premier volet de mission des inspecteurs. Le deuxième, c'est de conduire des inspections. Donc c'est d'aller sur le terrain, soit de façon inopinée, soit de façon programmée et annoncée à l'industriel, et de vérifier un certain nombre de prescriptions, soit d'application nationale, soit dans le fameux arrêté préfectoral dont je vous parlais tout à l'heure. À l'issue de ces contrôles, l'industriel peut être mis en demeure de respecter les mesures qu'il n'a pas respectées, et dans des cas heureusement un peu plus rares, l'État est amené à proposer des sanctions administratives ou pénales si l'exploitant ne se conforme pas à ses obligations. Autre mission des inspecteurs de l'environnement, c'est de contribuer à la gestion des accidents et des crises et des pollutions, d'aller faire des constats sur le terrain. Alors évidemment, on n'est pas là pour éteindre l'incendie, pour ça il y a les pompiers, mais on va être en appui des cellules de crise, du corps préfectoral, des pompiers, de l'industriel, pour identifier les sensibilités particulières et fournir un certain nombre de recommandations, et puis de constater aussi sur le terrain ce qui s'est passé lors de cet accident, puisque derrière il y a des enquêtes pour en déterminer les responsabilités. Et puis surtout en tirer des retours d'expérience pour éviter que ça se renouvelle. Donc je vous ai évoqué le travail d'enquête qui se nourrit de ces constats sur le terrain. Donc c'est un métier qui est vraiment passionnant, puisque vous voyez qu'il agit sur beaucoup de volets économiques, sociaux, environnementaux, qui sont en lien avec les défis qu'a présenté tout à l'heure Anne Beauval. On joue à la fois sur les risques chroniques, c'est-à-dire quels sont les risques pour la santé, par exemple, des rejets réguliers dans l'atmosphère d'une entreprise, les risques accidentels, des risques émergents sur des molécules dont on ne connaît pas très bien encore les effets sur la santé. Ça agit sur le sujet sur les enjeux de transition énergétique, de décarbonation de notre industrie, évidemment sur la préservation des ressources, par exemple des actions que l'on mène sur la sobriété hydrique de certains secteurs industriels. En termes d'économie circulaire, il y a tout un travail sur la réutilisation, le recyclage, le réemploi des déchets au sein même d'une industrie ou entre industries dans un même périmètre géographique. Et puis également en termes de biodiversité et de paysage, puisque vous avez des industries qui ont des impacts très forts. Donc là vous avez une photo, non il n'y a pas de photo, tout à l'heure il y avait une photo de carrière, donc une extraction de matériaux va avoir des impacts très forts sur le court terme, mais aussi sur le long terme, sur le paysage, puisqu'il faut qu'on imagine aussi la remise en état et l'avenir de cette exploitation par exemple. Et puis en termes de biodiversité, vous avez l'état initial, le temps de l'exploitation de la carrière, et puis l'après-carrière avec la biodiversité qui peut être très impactée de façon très différenciée selon ces différentes séquences de vie d'une installation industrielle. Voilà, pour une présentation un peu synthétique de ce métier, et vous dire qu'en Pays de la Loire, pour vous donner quelques chiffres, c'est à peu près 4000 établissements qui sont soumis soit à autorisation ou à enregistrement auprès du préfet, tout confondu, installations industrielles et agricoles, et à peu près 15 000 établissements soumis à simple déclaration, donc qui font l'objet de contrôles beaucoup plus légers et sur plainte par exemple ou sur accident. Et donc on a un programme pluriannuel de contrôle des établissements en fonction de leur dangerosité. Voilà, si vous avez des questions sur cette partie-là, je suis à votre disposition. J'ai une première question directement liée au métier d'inspecteur de l'environnement.
Vous avez dit que c'est ce statut-là pour les industries, il a été créé il y a longtemps. Et on sait aussi que notre perception du changement climatique et de l'environnement, de ces enjeux, etc., a énormément évolué dans ces dernières décennies. Donc comment est-ce que la réglementation a évolué? Comment est-ce que le métier des inspecteurs a évolué par rapport à l'évolution des enjeux qu'on connaît sur la biodiversité, l'impact sur l'eau, l'impact climatique, etc. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est un peu en retard, une réglementation de contrôle qui est un peu en retard sur les enjeux, ou est-ce que ça évolue vraiment rapidement? Alors, il y a des évolutions de fond qui sont faites au niveau européen sur des sujets émergents, sur des substances dangereuses, etc. Il y a des directives très fortes qui sortent régulièrement et qui sont transcrites en droit français. Après, vous avez dans la façon de classer les établissements, est-ce qu'ils sont dans la case installation classée ou pas, on a une nomenclature pour ça, et qui, elle, évolue aussi régulièrement. C'est-à-dire il y a des effets de seuil. Un élevage va être classé à partir de tant de têtes de cochon, une carrière en fonction du tonnage de matériaux, etc. Donc on s'adapte aussi en fonction de ça. Et puis par rapport à ce que vous disiez, en fait, tous les ans, on a des actions prioritaires qui sont fixées par le ministère, qui imposent du coup à toutes les régions de faire des inspections thématiques ou de focaliser son attention, de faire des enquêtes sur des sujets bien particuliers. Et donc, lorsqu'il y a un sujet qui ressort du fait du changement climatique ou autre, ça peut faire l'objet chaque année d'actions bien spécifiques, quoi. On a par exemple eu, l'an dernier je crois, une action spécifique sur l'eau dans le contexte de la sécheresse. Pourquoi j'ai un tout petit doute, c'est que l'an dernier c'était 2022, autant pour moi. Mais voilà, on a des actions de fond comme ça qui reviennent en fonction des enjeux, des sujets que l'on souhaite regarder plus précisément et qui peuvent aussi devenir pluriannuels. Je parlais de l'épisode 2022, mais je pense qu'on a dû poursuivre en 2023 également. Moi, j'aimerais savoir combien il y a d'inspecteurs des installations classées pour les 19 000 installations. Alors, dans la région Pays de la Loire, en Dréal, je crois qu'on a une soixantaine d'inspectrices et d'inspecteurs. Et c'est évidemment, leur travail se concentre en priorité sur les établissements soumis à autorisation. C'est-à-dire que sur les 4000 que j'évoquais tout à l'heure, il y en a un peu moins de la moitié qui dépendent de la DREAL. Les autres, ce sont des élevages qui dépendent d'un autre service de l'État. Donc, sur les 15 000 autres qui sont des sites à déclaration, on y va vraiment si on a des plaintes importantes ou s'il y a un accident. Donc, c'est des établissements dont les effets, en termes de risque et de nuisance, sont bien plus faibles que les autres. Voilà. Tout à fait. Et en fait, quand ils sont soumis à déclaration, ils ne sont pas soumis à rien en termes de respect. C'est-à-dire qu'il y a des arrêtés ministériels qui s'imposent à tous les établissements de France soumis à déclaration, secteur par secteur. Si je prends l'exemple d'une station-service qui va être soumise à simple déclaration en fonction des débits d'essence qu'elle va délivrer, elle a un socle réglementaire qui s'impose à elle à partir du moment même où elle est soumise à déclaration. C'est-à-dire qu'il y a un arrêté ministériel qui s'impose et elle doit aussi, il y a certaines installations qui doivent payer des prestataires extérieurs pour venir se faire contrôler en fait, régulièrement. Et s'il y a des non-conformités majeures, elles nous sont communiquées. Par rapport à votre question, les industriels qui émettent significativement des gaz à effet de serre sont soumis à autorisation. Merci pour votre présentation. Moi, j'aurais une question. Vous avez parlé que vous agissez dans le contexte de
création ou de développement d'activités. Et par exemple, lors de notre dernière conférence, on a parlé d'éthique de l'ingénieur. Et on parle souvent, lors de ces conférences, de mise en question du besoin. Est-ce que c'est quelque chose, un concept qui vous parle? Est-ce que ça vous arrive de renoncer à certains projets, enfin de dire non à certains projets, parce que nous dépassons les limites planétaires et on ne peut pas accepter toutes les activités? Par exemple, en termes d'utilisation des sols, on artificialise un département tous les 10 ans, ou tous les 10 ou 8 ans. Est-ce que du coup ça vous arrive de renoncer à certains projets? Alors, dans ce rôle-là d'inspection des installations classées, renoncer à certains projets n'est pas le bon terme, au sens où nous instruisons par rapport à une réglementation et, pour reprendre votre exemple, par rapport à la capacité du milieu à accepter la création de l'installation correspondante. On n'a pas d'interrogation par rapport à la partie éthique, opportunité que vous souleviez. Ça, cela relève du porteur de projet. Par contre, nous, on veille à ce que le projet, s'il se fait, se fasse en maîtrisant les impacts et en regardant en permanence ce que l'environnement au sens l'écosystème, au sens les populations environnantes, la partie à la fois risque chronique et risque technologique, peut, je dirais, accepter conformément à la réglementation. Donc on est vraiment sur la mise en œuvre d'une réglementation avec en permanence un regard sur les écosystèmes. Il arrive qu'il y ait des projets qui ne se fassent pas. Il arrive qu'il y ait des projets qui ne se fassent pas parce qu'ils ont besoin de prélèvements en eau qui sont excessifs par rapport à ce que le milieu peut faire, ou parce que, je dirais, l'impact est trop important. Mais dans ce cas-là, c'est un retrait du projet, ou, je dirais, une décision défavorable. C'est les deux possibilités. Simplement, je le remets dans des termes qui sont, je dirais, ceux du rôle qui est le nôtre, qui est d'instruire par rapport à une réglementation dans ce rôle d'inspection des installations classées. Bon, on continue les questions de l'équipe. Moi, je voudrais faire le lien entre justement toutes ces installations classées, donc des installations qui sont, pas forcément en concentrant sur celles qui émettent du CO2, mais celles qui sont à risque en cas d'accident. Par exemple, on voyait une image de l'incendie de l'usine de Lubrizol. Vous avez parlé au début justement que le risque, c'est l'aléa fois l'enjeu. Là, on a un enjeu sur certaines installations potentiellement dangereuses. On sait qu'en Pays de la Loire, l'aléa, il va augmenter, donc avec justement des tensions hydriques, mais aussi plus de zones inondables, comme on voit dans le rapport du GIEC Pays de la Loire, notamment autour des grandes villes de la région. Et également aussi l'augmentation des feux de forêt pendant l'été, etc. Dans ce cas-là, comment on adapte spécifiquement ces installations-là pour être plus résilientes face à ces aléas et pour justement éviter un emballement d'un petit aléa qui crée un énorme accident industriel? Comment est-ce qu'on s'adapte ou comment est-ce qu'on force ces installations à changer leurs pratiques, voire même déménager, etc. Alors, il y a plusieurs façons de répondre. Déjà, en termes de danger, je vous parlais d'études de danger. Je pense que vous en avez peut-être vu ça pendant vos études, mais vous savez, ces fameux arbres des causes jusqu'à l'événement central redouté, et puis derrière, on met en place des barrières de protection. Bon, l'industriel, il a tout intérêt à réviser régulièrement son étude de danger. C'est son outil de travail. Donc ce qu'il fait, c'est que régulièrement, il revoit dans son arbre des causes, est-ce qu'il y a de nouvelles causes ou des causes qui peuvent être amplifiées. Vous parlez d'inondation, est-ce que la fréquence et la hauteur d'eau peut être augmentée et donc atteindre son outil de travail. Donc en fait, il va dimensionner, en tout cas ses barrières de protection en fonction de cette révision de cette étude de danger.
Donc en fait, il n'attend pas toujours que l'État lui demande de le faire. Nous, en termes d'instruction, on vérifie que ces éléments-là, dont la fréquence est plus régulière, soient bien pris en compte. Il y avait une deuxième partie de votre question aussi qui m'évoquait, et Anne Boval en parlait, ce qu'on fait sur le sujet de l'eau, sur la sobriété hydrique. On voit bien que la fréquence des sécheresses augmente. Et donc, par exemple, on a mené une action l'année dernière sur d'abord une enquête auprès des industriels qui consomment plus de 10 000 m3 par an, déjà de les identifier. Et l'étape clairement, c'est de voir avec eux qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour s'adapter à une fréquence plus régulière de sécheresse. Et en jouant sur la consommation d'eau, c'est la première solution, c'est d'en consommer moins et d'éviter de se retrouver chaque année dans des situations de crise comme on a les dernières années eu des épisodes de sécheresse réguliers et qu'il y ait une anticipation dans leur process pour pouvoir vivre et fonctionner avec moins d'eau, par exemple. Merci beaucoup pour votre présentation. Justement, ces infrastructures classées pour la protection de l'environnement, à quel point vous prenez en compte justement la nécessité d'adaptation à ce que vous aviez dit justement avec les différents scénarios et notamment un peu le scénario du pire avec les plus 4 degrés. Est-ce qu'actuellement, il y a des choses qui sont déjà prises en compte, déjà mises en place? Est-ce qu'il y a des tests qui sont déjà faits? Et plus globalement, en fait, est-ce que vous avez un état des lieux un peu de, est-ce qu'on est un territoire modèle dans le sens où les infrastructures sont relativement préparées à ce genre d'événements et d'amplification des phénomènes, ou est-ce que au contraire on est à la traîne et il va y avoir des gros changements à faire? Alors, la TRAC s'inscrit dans un pas de temps 2100. C'est juste pour dire qu'on est en train de construire cela et on n'a pas à y être maintenant tout de suite. Par contre, il faut qu'on prépare l'ensemble des territoires, l'ensemble des acteurs et les installations classées pour la protection de l'environnement en font partie, sur cette trajectoire de TRAC telle qu'elle vient d'être posée. Enfin, je veux dire, on parle de 2023 pour le coup. Donc ça n'est pas encore complètement décliné, c'est normal, ça va se mettre en place au fil des années qui viennent pour justement adapter nos activités, nos enjeux, ce qu'on décidera de protéger, CF les slides précédentes, en fonction des besoins. Donc on n'y est pas encore, je fais simplement, et c'est normal d'une certaine façon parce que j'allais dire le cap vient d'être posé sur ce sujet-là. Je vais vous donner un exemple qui concerne notre territoire. C'est typiquement l'élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer, qu'est-ce qu'elle va impacter? Quelle est la hauteur de référence que l'on prend? On n'a pas forcément des réponses toutes faites actuellement sur ces questions-là. Et en fonction des hauteurs de référence que l'on prend, quels sont les enjeux impactés et comment on réagit. Et dans les enjeux impactés, potentiellement, il y aura des installations classées pour la protection de l'environnement. Et à partir de là, comment on les prépare ou comment on agit en fonction de l'impact et du risque que l'on voit arriver, mais que l'on voit arriver devant nous. On n'est pas sur des logiques de crise encore, entre guillemets, si on est vraiment en train de préparer l'avenir derrière ces réflexions-là. Le volet crise joue aussi un rôle dans des cas comme ça, mais on a toute la partie anticipation et le but de ce qui a été lancé, et c'était vraiment la recommandation du Haut Conseil au climat, c'est d'avoir une stratégie d'adaptation qui ne soit pas dans une logique, j'allais dire curative, mais qui doit dans une logique anticipatrice. Simplement, c'est une démarche pluriannuelle en fait qu'on est en train d'engager. On est vraiment au tout début. Et quand on a pensé cette présentation en se disant bon, pour les ingénieurs, c'est essentiel que vous ayez conscience de ce qu'est l'adaptation au changement climatique, elle est essentiellement devant nous encore. On en est au début sur ces sujets-là.
Il nous reste 5 slides, hein. On est en train d'arriver au bout. Comme on est parti d'une présentation mère qui était un peu plus volumineuse, on avait allégé un peu pour réussir à garder suffisamment de temps pour les échanges. Donc dans les derniers slides, c'était un peu un jeu en miroir, comme je vous ai dit qu'on recrutait, hein, donc globalement vous trouverez quelques clins d'œil derrière ça. La direction régionale d'Adréal est en fait, je ne sais pas si on est la plus, mais en tout cas on est l'une des directions régionales où il y a le plus d'ingénieurs. Vu nos métiers, vu nos gènes, on est vraiment sur un tiers d'ingénieurs. Alors je crois que j'ai des statistiques un peu plus précises, c'est un tiers d'ingénieurs sur l'ensemble de l'Adréal, 5/6 les ingénieurs, et puis il y a beaucoup de techniciens aussi, hein, honnêtement. Et je crois que j'avais fait les comptes dans un conseil de direction, on doit être à 85% d'ingénieurs, quoi. Donc c'est vraiment des structures où on est très très orienté sur ces métiers-là et sur ces profils-là. Et j'aime bien cette slide que je montre en école, hein, essentiellement, vous aurez compris pourquoi, qui a été construite non pas par mes soins, mais par le ministère en charge de la transition écologique, justement, qui réfléchit sur ces enjeux de recrutement, pour voir ce qui, en tant que marque employeur, ce qu'il faut qu'ils mettent en avant. Donc j'ai un tout petit peu personnalisé, mais à peine. Et du coup, l'Adréal et plus largement le ministère en charge de la transition écologique, bon, vous aurez compris, des missions qui ont du sens, on en a beaucoup, qui sont à la fois, on est d'une certaine façon en permanence en aller-retour entre le quotidien et l'avenir, hein. On joue sur le temps court, on joue sur le temps long. Les deux transitions principales dont on s'occupe, hein, écologique et énergétique, au cœur de l'action pour quelques décennies, je pense. Et puis du pain sur la planche, c'est mon petit ajout personnalisé, hein, parce qu'effectivement, on ne manque pas de boulot, on va le formuler ainsi, et on a les équipes qui sont mobilisées pour. Donc des métiers très variés, un parcours professionnel accompagné, vous l'avez vu, dans la diversité des missions possibles. Réseau sur tout le territoire français, parce que dans le R de Dréal, vous avez régional, hein, donc forcément, il y en a dans chacune des régions. Et puis, ce que je trouve intéressant à partager avec vous, c'est globalement, en termes de valeurs, ce que j'ai mis en dessous ne sont pas des mots. On a un management qui fait confiance avec un collectif. La force d'une structure comme la mienne, c'est son collectif. C'est vraiment une structure qui fonctionne avec un très fort sens du collectif. Une bonne politique RH qui permet de concilier vie professionnelle et vie privée. Alors du télétravail, on en a partout. Ça corse un peu le quotidien des managers, mais ça fait partie des points qui sont importants. Et puis l'attention au respect de chacun. Voilà, c'est pas des mots en l'air. Je voulais les partager avec vous. Et puis je terminerai par 2 slides, je crois, sur les voies de recrutement. J'avais prévenu votre direction que je venais aussi pour ça, je vous rassure. On a beaucoup de recrutements en cours, nos ministères, parce que selon les configurations gouvernementales, hein, on est sur plusieurs champs. On recrute par concours, on recrute par la voie contractuelle. Je le dis parce qu'on a parfois l'impression que pour entrer dans nos maisons, il faut déjà être fonctionnaire ou il faut passer les concours de la fonction publique. Il est tout à fait possible de rentrer par voie contractuelle, hein, quand il n'y a pas de candidat fonctionnaire. Si je prends l'exemple précédent, je ne sais pas si c'est le premier ou pas, mais nous venons de recruter un inspecteur des installations classées pour la voie contractuelle. Donc ce sont vraiment des filières qui sont ouvertes. Bon, la mobilité, à moins qu'il y ait des fonctionnaires dans la salle, ce qui est possible après tout. Il y en a certainement, mais pour les jeunes en école d'ingénieur, c'est pas ça. Et puis par contre, stage et apprentissage, on a pas mal de stagiaires, on a de plus en plus d'apprentis, donc c'est vraiment des voies qui sont en plein développement. On a 2 années importantes, je voulais insister là-dessus, sur l'inspection des installations classées. En fonction des besoins du métier, il y a périodiquement, mais alors quand je dis périodiquement, ça doit être des cycles de 10 ou 20 ans, des concours exceptionnels qui s'ouvrent. Il y en a 2, 2024-2025. Donc là, c'est un des concours qui sont très largement ouverts et où le nombre de places est très significativement supérieur à ce qu'on fait chaque année. 2024, pour les élèves, ça va être un peu juste, quoique je ne sais plus trop comment ils sont en train d'essayer de gérer les questions de calendrier par rapport aux diplomations. Par contre, 2025, assurément.
Je crois que c'était mon dernier slide. Et poser vos questions, que ce soit sur cette dernière partie, mais sur l'ensemble de la présentation. Peut-être une question un peu plus personnelle, c'est vous, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous a mené à intégrer la DREAL et la fonction publique dans cette idée de travailler dans certains services? Alors, moi, j'ai toujours été intéressée par le service public et l'intérêt général. Donc, j'ai fait des études qui m'ont permis de rentrer au service de l'État à l'issue de mes diplômes. J'ai un fil rouge qui est l'industrie, qui m'a amené à travailler dans le privé, dans le public, dans l'administration, dans l'enseignement supérieur, dans une école d'ingénieurs pas très loin d'ici en particulier, IMT Atlantique. Et donc, par contre, je dirais pour avoir connu beaucoup de sujets, beaucoup de domaines, j'ai eu envie de revenir au ministère de la Transition écologique où j'avais démarré ma carrière, à l'inspection des installations classées pour le coup. Parce que ce sont des métiers, je ne vais pas paraphraser le slide, il y a plein de choses à faire, ça a du sens. Et les équipes pour le faire, je dirais, sont formidables. Donc voilà, pour répondre en quelques mots. Merci beaucoup, Madame Beauval, pour votre exposé très intéressant. Ma question porte en fait sur votre premier slide, où vous rappelez biosphère, société, économie. Et c'est sur l'économie, ma question. Je ne sais même pas ce que je veux demander, mais comme vous avez mentionné plusieurs fois qu'il faudrait mobiliser tous les leviers, y compris le levier économique, que j'estime être très important. Pourriez-vous élaborer sur ce que vous voyez déjà en place pour faire face à l'adaptation dans la sphère de l'économie et comment vous voyez les choses? La question est très vaste, madame. Ce que je peux simplement développer, c'est simplement de dire, dans le cadre de la réflexion sur la planification écologique, il y a de très nombreux groupes de travail qui ont été construits au niveau des filières industrielles pour voir comment les filières industrielles prenaient en compte cet enjeu, je dirais, de réduction de leur empreinte environnementale, voir les actions qui en découlaient, avec derrière, en fait, des réflexions qui peuvent soit envoyées sur des dispositions de type réglementaire, soit sur, je dirais, des dispositions de type accompagnement, y compris financier, pour faire évoluer les filières économiques. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en réponse à une des questions. Vu les enjeux, il est vraiment important d'utiliser tous les leviers. Ensuite, derrière les questions économiques, il y a aussi des questions très souvent de consommation. Et c'est pour ça que je rebondirai en revenant sur la dimension, je dirais, sociétale aussi. J'ai été frappée par un chiffre, alors je vais essayer de le retrouver précisément pour pas me tromper, mais les émissions de carbone associées à la fabrication des matériaux et des biens de consommation représentent 45% de notre empreinte carbone. Donc vous voyez directement le lien avec l'économie. Mais derrière ces questions-là, c'est le lien avec les choix de vie. Et l'économie, d'une certaine façon, fait partie de notre société. Il y a une interaction entre les citoyens, les individus, les entreprises, l'industrie, l'économie, si je prends ces différentes facettes, ou pour aller plus dans le détail, selon je dirais, nos besoins en termes de consommation, consommation dans le domaine du numérique, consommation dans le domaine du textile par exemple, qui fait aussi beaucoup parler de lui, l'économie et la société se répondent. Ou si les consommateurs en fait ont, je dirais, des pratiques qui sont plus ou moins sobres, l'économie peut aussi s'adapter en fonction. Typiquement, selon qu'on répare ou selon qu'on remplace, vous avez des filières économiques différentes en face. Donc voilà quelques éléments de réponse à votre question qui est extrêmement vaste.
Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question plutôt par rapport... j'ai l'impression qu'il y a une diversité des acteurs publics qui se mettent en place, qu'il y en a un peu de plus en plus par rapport à la gestion de l'évolution et la prise en compte de l'environnement, et aussi en particulier sur tous les plans d'action qui sont mis en place. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y en a trop qui se recoupent? Et aussi au niveau des acteurs, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu fusionner un certain nombre de ces choses-là, fusionner les acteurs et les plans? Est-ce que c'est quelque chose qui est mis en place, ou est-ce qu'on va vers encore une multiplication d'acteurs et de plans de ce type-là? Alors, il y a beaucoup d'acteurs et il va y en avoir de plus en plus, au sens où on est sur des politiques publiques qui sont de plus en plus transversales. Les enjeux de transition écologique et de transition énergétique, globalement, ça concerne de plus en plus de monde. C'est un peu ce que je vous ai montré au début, y compris le slide où je ne vous ai pas détaillé qui était impacté, mais vous avez énormément d'acteurs qui sont impactés. Donc, à la base, effectivement, sur ces enjeux, il y a déjà un certain nombre d'acteurs, mais vous allez en avoir encore plus. Donc, tout l'enjeu n'est peut-être pas dans des aspects d'organisation que dans des aspects de coordination. Et cette dimension qui devient de plus en plus interministérielle est l'une des raisons qui font que le secrétaire général à la planification écologique que je citais a été rattaché à la Première ministre, compte tenu de la dimension extrêmement vaste qui embarque maintenant ces enjeux. Et si je prends au niveau régional, la direction régionale, l'ADREAL, agit sous l'autorité du préfet de région, de même que les autres services de l'État. Et on a ces différents niveaux de coordination qui existent et qui s'ajustent pour faire face à ces enjeux-là, qui prennent des dimensions qu'ils n'avaient pas il y a une dizaine d'années. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs, mais on a aussi, nous, l'habitude de travailler avec énormément de parties prenantes. Hein, donc on a cette capacité, mais je pense que c'est aussi à prendre positivement. Plus il y a d'acteurs plus sur ces domaines, plus il y a de personnes, une personnalité morale, prenez-le plutôt dans ce sens-là, qui se mettent en capacité d'agir. Tout l'enjeu ensuite, c'est d'avoir les bons chefs d'orchestre aux différentes échelles territoriales. Alors, je ne vous entends pas du tout pour le moment. Et là, ouais. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Alors moi, je suis externe, donc je suis pas destinée à être ingénieur, mais je voulais revenir sur l'objectif d'adaptation à plus 4 degrés. Ça m'avait aussi interpellé quand Monsieur Béchu en avait parlé, et vous présentez ça comme quelque part un objectif assez pragmatique, en disant les courbes, les tendances, c'est ça, et du coup il faut anticiper et s'adapter à un réchauffement à plus 4. Or, je me souviens aussi d'un rapport du GIEC qui essayait de sensibiliser sur la différence et l'impact de chaque dixième de degré et de réchauffement, et sur la différence entre un réchauffement à plus 1,5 et plus 2. Et finalement, on sait aussi que, qu'il y a d'énormes différences, qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne maîtrise pas, des effets de rétroaction positive, des effets de seuil, etc. Et là, finalement, je me demande, est-ce que ça a vraiment du sens? Moi, je serais destiné à être ingénieur demain, je me demanderais si ça a du sens de travailler dans cette logique-là d'adaptation à plus 4. Est-ce qu'on peut vraiment s'adapter? Est-ce que socialement, c'est acceptable? Je ne sais pas. On le présente comme quelque chose de logique, de pragmatique, et j'ai l'impression que c'est une lecture très mathématique, quelque part, un peu, en fait, de la situation. C'est en fait la question que vous posiez tout à l'heure, monsieur, je crois, un peu ou prou. Moi, je vais vous répondre avec une lecture très simple. C'est le métier de prévention des risques qui est le nôtre. C'est-à-dire, globalement, si je vais prendre un exemple, on a parlé de digue, je vais reprendre une digue tout à l'heure. Une digue, elle est là pour protéger d'aléas, mais on sait que si jamais il y a une tempête suffisamment forte, ça passera par au-dessus.
Et à la fois, on gère la digue et à la fois, on gère le plan d'évacuation d'urgence, parce que si ça passe par au-dessus, il ne faudra pas qu'il y ait quelqu'un derrière la digue. Et c'est ça, en fait, en permanence, que nous avons à la fois à raisonner sur l'atténuation, le respect de l'accord de Paris, de cette trajectoire-là, et de mettre le paquet pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, CF, tout ce que je vous ai présenté, en mobilisant l'ensemble des compartiments de la société. Et à la fois, comme on est sur des problèmes, alors j'ai peut-être pas dit, mais on est sur des problèmes à dimension mondiale. On le sait très bien, tout est complètement interconnecté, forcément à l'échelle planétaire. Donc on ne peut pas considérer qu'on est assuré qu'il n'y ait pas de souci. Si on n'est pas assuré qu'il n'y ait pas de souci et qu'il y a un risque qui est quand même un peu probable qu'on soit au-delà de 2 degrés, alors c'est de la responsabilité de l'État et de la responsabilité collective d'être prêt à gérer quelque chose de plus compliqué. Et c'est là qu'entre la trajectoire d'adaptation au changement climatique. Et pour moi, c'est vraiment 2 modes de fonctionnement qui sont complémentaires. Et c'est pour ça que je vous le lis à travers la prévention des risques. Quand on a ce métier de prévention des risques, on est sans arrêt en train d'osciller entre le fonctionnement normal d'une installation et le scénario que l'on prend comme le scénario de l'étude de danger qui va dimensionner le risque maximal sur lequel on travaille. On jongle sans arrêt entre les deux. Et bien là, c'est un peu la même chose, honnêtement. Bonjour, merci pour votre intervention. J'ai une question aussi sur l'adaptation. Donc, comment vous accompagnez les entreprises en général et plus particulièrement les maîtres d'ouvrage, parce que vous êtes aussi direction du logement, sur ces enjeux d'adaptation et notamment pour éviter les maladaptations, donc la clim, la gestion de l'eau, etc. En quoi ça vous semble efficace et comment le mesurez-vous ? Je ne vais pas pouvoir vous répondre finement. Pourquoi ? Parce qu'une partie de ce que vous citez n'est pas dans le champ de l'ADREAL, en fait. Nous avons vraiment sur ces sujets-là un rôle d'animation, de sensibilisation, de mobilisation, j'allais dire. Par contre, nous n'avons pas forcément toujours le rôle opérationnel. Je ne suis pas rentrée dans le détail de nos missions, mais pour faire simple, si vous prenez la largeur du spectre de l'ADREAL, on n'a pas la même profondeur partout. On vous a présenté volontairement l'inspection des installations classées parce que là, on a toute la verticale, c'est-à-dire qu'on a le suivi opérationnel des installations. Si je prends le logement, ça peut être d'autres collègues. Et au-delà, c'est des collègues avec qui on travaille, hein, mais au-delà, c'est aussi les collectivités territoriales derrière. C'est aussi les bailleurs sociaux. Enfin, on est sur des tissus beaucoup plus vastes où notre rôle principal, dans ces cas-là, va être l'animation, la sensibilisation. Je vous disais, j'ai fait les mêmes interventions, alors j'en ai fait une et mon adjointe fera l'autre, sur la Fédération régionale des travaux publics, la Fédération régionale des travaux routiers aussi, pour être capable de leur partager avec eux, d'une certaine façon, le cadre de référence dans lequel leur action demain va s'inscrire. Mais à nouveau, je répète, on est encore sur du demain. Il y a encore il y a des choses qui ont démarré, il y a encore beaucoup à faire. Et notre rôle à ce stade est vraiment cette sensibilisation pour que ce sujet soit connu, approprié et que les acteurs se posent les bonnes questions. On n'est pas nécessairement dans la position de contrôle sur tous les sujets. Et pour vous répondre où ça en est maintenant, je pense qu'on est juste en plein dans ce travail collectif d'appréhension de ces sujets-là. Et c'était tout l'enjeu quand le ministre Béchu a posé ce qu'était la traque, ce que ça voulait dire. Et c'est ce que je vous développais avec tout le travail qu'il y a à faire des différents chantiers. Le travail est en cours actuellement. Merci beaucoup pour cette intervention. Petite question, mais peut-être que vous venez d'y répondre sur le rôle de l'ADREAL. Depuis le 1er janvier 2024, il me semble que les Sables d'Olonne n'ont plus d'assureurs. Et donc on est clairement dans la thématique de l'adaptation. Qu'est-ce qu'il en est des territoires aujourd'hui qui sont déjà touchés et qui sont à risque notamment d'assurance? Est-ce que l'ADREAL accompagne ces territoires et quelles sont là les trajectoires concrètes à court terme pour l'adaptation des Pays de la Loire et plus particulièrement là l'exemple de la Vendée?
honnêtement, là, je ne sais pas vous répondre. La question est trop pointue. Ça ne relève pas directement du champ de l'ADREAL. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas des éléments de réponse à votre question, mais je ne sais pas vous les apporter en séance sur un événement qui remonte au 1er janvier 2024, qui plus est. Merci beaucoup pour votre présentation, très intéressante. Je crois qu'on était beaucoup à ne pas connaître les différentes missions de l'ADREAL, donc merci beaucoup pour cette présentation. Ma question, c'est que pensez-vous de la récente suppression du ministère de la Transition énergétique? Désolé. Je n'ai pas à me prononcer sur cette question-là, et par ailleurs, je n'ai pas encore la vision d'ensemble sur le gouvernement qui n'est pas, je dirais, constitué jusqu'au dernier niveau. Donc, je ne peux pas vous répondre, monsieur. Par ailleurs, pour revenir sur votre point précédent, nous vous avons montré un petit échantillon de ce que fait l'ADREAL. On pourrait développer beaucoup plus loin, bien évidemment. Oui, je voulais revenir un petit peu sur en effet la multiplicité des acteurs et la coordination des acteurs. Moi, je trouve qu'on a quand même beaucoup de chemin à faire. Moi, je suis fonctionnaire sur une dette c'est DRETS. Et on sait bien que... Si vous pouvez peut-être juste développer l'acronyme, parce que moi je vous suis, mais je pense que 90% de la salle vous suit pas, monsieur. Tout à fait, oui. Sur donc l'emploi, le travail et la solidarité, direction régionale ou départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Nous, on travaille sur la question en fait de l'emploi et des compétences pour pouvoir réussir la transition énergétique et donc la sensibilisation, mais aussi les compétences pour passer à l'action. Et moi, je pense que, enfin, je suis vraiment assez convaincu que la coordination est quand même trop faible. Faudrait-il, ça pourrait être peut-être une des pistes possibles, comme il y a un secrétariat national à la planification écologique, faudrait-il un secrétariat régional, voire départemental à la planification écologique? Faudrait-il des plans d'action construits, comme nous avons des stratégies régionales, emploi, formation, orientation professionnelle? Il devrait y avoir ça aussi. Et aujourd'hui, on voit le Stradet, on voit un certain nombre de choses, mais quand même, ça reste... il y en a beaucoup trop, d'ailleurs, de plans. Donc, voilà. Enfin, voilà ma question, c'est comment est-ce qu'on peut mieux se coordonner entre nous pour aller plus vite? Alors, les éléments de réponse sont en train de se construire, je pense, petit à petit. J'évoquais la territorialisation de la planification écologique. Alors ça fait des mots un peu savants, mais c'est globalement comment on passe des graphiques que je vous ai montrés au niveau national, au levier, aux actions au niveau régional. Donc ce sont des réflexions qui vont s'engager sous l'égide du préfet de région et la présidente du conseil régional. Donc ça fera partie des éléments qui permettent de répondre à votre question. Il y a aussi des plans d'action qui sont lancés au niveau de l'État sur son périmètre de responsabilité propre en termes d'administration exemplaire, en termes d'enjeux environnementaux, et qui sont là aussi animés au niveau de la préfecture de région et qui permettent de créer ces dynamiques. Et ensuite, moi, je pense qu'on va être amené, je dirais, on travaille déjà beaucoup ensemble, et peut-être à le faire encore plus, ce qui ne veut pas forcément dire faire tout ensemble, mais typiquement ces éléments-là, les partager et ensuite pouvoir agir chacun dans son domaine de manière complémentaire. Donc il y a des choses qui sont engagées et je pense qu'il y en aura encore qui permettront d'aller plus loin. Je voudrais revenir sur le sujet des perspectives professionnelles qui sont offertes à nos jeunes ingénieurs futurs diplômés. Peut-être revenir sur la différence entre les services de l'État et notamment l'ADREAL et le rôle des collectivités. Parce qu'on a eu un témoignage récemment de jeunes diplômés qui ont fait le choix d'aller travailler en collectivité sur le sujet de l'environnement. Et peut-être ça vaudrait le coup de bien expliquer la différence entre le métier qu'on exerce quand on travaille sur les sujets de l'environnement
dans les services de l'État, dans l'ADREAL, et le métier qu'on exerce quand on est en collectivité. Alors, j'ai une adjointe qui saurait parfaitement répondre à cette question-là parce qu'elle a eu l'occasion de travailler dans les deux domaines. Moi, je n'ai jamais travaillé en collectivité, donc je vais avoir un petit peu de mal à aller au bout de la réponse. Peut-être pour revenir sur l'ADREAL, je vous avais affiché la variété des missions sur l'espèce de petit kaléidoscope, là, un nuage de mots. On peut avoir des postures qui sont assez différentes en fait selon les missions. On est en fait parfois sur des missions d'animation, de pilotage, de coordination, qui peuvent exister aussi en collectivité pour le coup, parce qu'on est très souvent sur des compétences partagées avec le conseil régional ou qui sont des compétences conseil régional sur lesquelles on intervient également. On peut avoir à l'ADREAL des actions en termes de financement. Là aussi, ça peut être assez partagé. D'ailleurs, on travaille ensemble pour le faire, je dirais, de concert ou au moins avec le dialogue qui nous permet d'être les plus efficaces l'un et l'autre. Typiquement, le financement du logement fait partie de ces sujets-là, ou beaucoup en termes d'action de préservation de la biodiversité aussi. On peut avoir par contre des missions qui sont très différentes, c'est-à-dire tout le champ du régalien, forcément le régalien, c'est les missions de l'État. Là pour le coup nous est propre, et vous allez avoir les missions d'inspection, de contrôle, qui sont très différentes. On vous en a présenté une, l'inspection des installations classées. Pourquoi on a pris celle-là? Parce que c'est celle qui recrute le plus, mais c'est aussi celle où on est le plus nombreux. Donc c'était une bonne façon de vous montrer par rapport aux enjeux d'adaptation ce qu'il pouvait y avoir à faire. Mais on n'a pas que ça, on a aussi des missions de contrôle sur tout ce qui est les contrôles techniques. On fait le deuxième niveau des centres de contrôle technique, par exemple, pour s'assurer que les véhicules qui sont sur la route doivent être sur la route. On peut avoir d'autres missions de contrôle en matière de sites inscrits pour leur valeur patrimoniale. Voilà, je vous en donne quelques exemples. Donc on a une palette d'interventions qui en fait peut être différente selon les sujets. On a chez nous des personnels qui viennent de collectivités ou qui vont en collectivité. Les passerelles existent, mais elles existent plus dans certains métiers que d'autres. Vous souhaitez rajouter un dernier mot, une réflexion pour conclure? Je vais revenir en arrière de quelques années. Je vais vous dire quelque chose qui m'avait frappé avant d'arriver à l'ADREAL. C'est à quel point la biodiversité est dans l'angle mort des ingénieurs. Globalement, c'est quelque chose qu'on a tendance à considérer que c'est les autres qui s'en occupent. Quand on est dans une école d'ingénieurs, pas agro, on considère que c'est les écoles d'agro qui font. Quand on est dans une école de l'agro, c'est pas forcément toujours le sujet principal, etc. Et je pense que c'est un enjeu essentiel parce qu'on raisonne toujours comme si la biodiversité était externe à nous. Or, la biodiversité, c'est le monde du vivant. Le monde du vivant, il tient sur, je dirais, l'interconnexion entre toutes les espèces qui le composent. On fait partie des espèces concernées et directement concernées par la cohérence de l'écosystème et de la résilience, pour le coup, le bon état de santé, prenez le terme que vous voulez, du monde du vivant. Donc je trouve que c'est vraiment un sujet, vu le rôle des ingénieurs, vu la responsabilité des ingénieurs sur les enjeux qu'on a devant nous, il faudrait réussir à faire en sorte que ce sujet de biodiversité soit plus dans l'angle mort. Voilà, s'il y avait quelque chose. Une fois que j'ai dit ça, c'est un vrai sujet de réflexion pour une école, je sais bien. Je vous remercie Anne Boval et monsieur Benoît Lameton. Désolé pour le nom. Je vous remercie tous d'être venus. On se retrouve pour la prochaine conférence avec Ludovic Bossard sur l'action sur l'eau et l'agriculture responsable dans 3 semaines. Donc, et nous vous remercions tous pour votre présence et nous vous souhaitons une bonne journée.